Donc, bonsoir et bienvenue pour cette soirée sur l'actualité des traitements et des vaccins. Je suis Corinne Coleman, infirmière pour la société CEP et je serai votre modératrice pour ce soir. J'ai le plaisir également de collaborer avec ma collègue qui s'occupe de la communication, donc Isabelle Busser, pour les questions que vous poserez durant cette soirée, car nous sommes vraiment nombreux à participer à ce webinaire. Vous êtes beaucoup de participants. Donc, pour rappel, vous pouvez poser vos questions sur le panel en fait, qui se trouve en haut à droite de votre écran sous l'onglet questions. Voilà. Donc, nous allons débuter par la conférence du docteur Serge Roth, qui est neurologue à Genève. À la fin de celle-ci, nous prendrons 5 à 10 minutes à peu près pour répondre à vos questions. Et puis ensuite, nous continuerons par la conférence du docteur Gilles Éperon, qui est médecin adjoint du service de médecine tropicale et humanitaire à Genève. Et puis, nous prendrons les questions à la fin de celle-ci également. On pourra également reprendre les questions qui n'ont pas été vues dans un premier temps suite à la conférence du docteur Serge Roth. Je finirai également ce webinaire par vous donner quelques informations sur notre infoline ainsi que les prochains webinaires que notre société peuvent vous proposer. Voilà, donc je vais prendre quelques instants pour passer la main au docteur Roth. Voilà. Voilà, donc bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de participer à ce... Il faut que je range ça encore, voilà, comme ça vous aurez un peu plus de place. De participer en fait à ce type de webinaire et de pouvoir discuter avec vous d'un sujet bien sûr qui me tient particulièrement à cœur. Ça, c'était la dia d'introduction que j'avais prévu, que j'aurais prévu quand on avait discuté de ce qu'on allait faire aujourd'hui au mois de juin. Dans l'intervalle, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, donc la dia d'introduction va changer, si elle veut bien changer. Et en fait, fermer aussi, ça on va fermer comme ça un petit peu plus. Voilà. On va toujours parler des actualités du traitement de la sclérose en plaques, mais dans l'intervalle, le Covid s'est invité parmi nous et plus récemment, le vaccin contre le Covid-19 se sont invités. Donc, je vais toujours avoir mes quelques réflexions personnelles par rapport à tout ça. Et le point important, c'est que tout ça est basé sur ce que l'on sait en date, grosso modo, du 23 février. Vous avez tous vécu la pandémie du Covid-19 et l'évolution des connaissances qu'on avait par rapport à ça. On va avoir exactement la même chose par rapport au vaccin. Traitement d'ACEP, deux, trois petites choses qui sont des semi-nouveautés. De longue date, on utilisait les interférons et la Copaxone durant la grossesse. C'est officiel 25 ans plus tard, puisque c'était il y a 25 ans plus ou moins que le bêta-interferon est arrivé, qui était le premier traitement de la sclérose en plaques. Mais maintenant, Swissmedic autorise l'utilisation des interférons et de la Copaxone durant le traitement et la grossesse. Un petit point concernant les coûts. On a deux génériques. Un générique de la Copaxone 40, qui est depuis quelques mois sur le marché et qui coûte grosso modo moitié moins. Un générique du Gilenya qui est lui disponible depuis le 1er février, où là les coûts sont drastiquement réduits de pratiquement 70%. Donc je crois que c'est des points qui ne font pas partie directement de la thérapeutique, pas partie des nouveautés, mais qu'on doit quand même clairement considérer compte tenu des coûts de cette maladie. Ensuite, en matière de traitement proprement dit, en fait, on a en premier lieu un agrandissement de la famille que j'appelle moi IMOD, c'est-à-dire les fingols IMOD, le Gilenya que vous connaissez depuis une dizaine d'années.
avec un premier traitement qui a été autorisé dans la forme poussée-rémission de la maladie, qui est le Zeposia, l'osanimod, et puis un autre traitement pour lequel je vais parler un petit peu plus longtemps, qui est le Myosense, donc le Siponimod de Novartis, qui a été récemment autorisé par Swissmedic dans le traitement des patients présentant une forme secondairement chronique progressive active de sclérose en plaques. C'est le premier traitement qui est autorisé spécifiquement dans cette indication. En ce qui concerne l'activité inflammatoire de ces différents traitements, elle est exactement la même, l'efficacité, c'est-à-dire qu'on diminue à peu près de 50% le risque de développer une poussée et d'à peu près 75-80% le risque d'avoir une maladie active à l'IRM, soit sous forme de nouvelles lésions, soit sous forme de lésions actives, donc qui prennent le produit de contraste. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est en premier lieu le récepteur. Donc, ces différentes molécules agissent sur différents récepteurs S1P et le fingolimod agit sur le récepteur S1P3 qui est associé à des répercussions cardiaques. Et comme le siponimod et le zanimod ne sont pas actifs sur ce récepteur, en fait, on a beaucoup moins de problèmes cardiaques au départ, de bradycardie, c'est-à-dire de ralentissement du rythme cardiaque. Donc, dans les différences, pour encore améliorer cette tolérance cardiaque, il a été décidé pour le Zeposia et le Myosense de faire une augmentation progressive du dosage sur une semaine. De ce fait-là, il n'y a plus besoin de faire de surveillance cardiaque, sauf en cas d'exception si l'électrocardiogramme avait mis en évidence un point ou l'autre. L'autre point, c'est qu'on n'a plus besoin non plus de faire de surveillance spécifique ophtalmologique avec le Zeposia et le Myosense, contrairement au Gilenya. Donc peut-être un petit peu plus facile à introduire. Le Myosense, lui, a une particularité, c'est-à-dire que comme les deux autres traitements, il est éliminé au niveau hépatique, mais il passe par un cytochrome, ou disons plus exactement, lorsque ce cytochrome est présent au niveau hépatique, ça ralentit de façon importante en fait l'élimination du Myosense. Et donc, on doit, avant d'utiliser le Myosense, faire ce qu'on appelle nous un génotypage, c'est une prise de sang. On va regarder si on a des caractéristiques particulières de ce cytochrome en question. Hop, je reviens. Si on est 3+3+, pour ce cytochrome, à ce moment-là, il y a une contre-indication formelle à l'utilisation du Myosense parce que le Myosense va s'accumuler dans l'organisme et créer ensuite derrière des effets secondaires. Si on a un des allèles qui est 3+, à ce moment-là, on doit considérer une diminution du dosage. Le pourcentage des gens qui sont impliqués, c'est de moins d'1%, 0,5, 0,4, 0,5% pour les gens qui seraient totalement contre-indiqués, et puis l'environ 12-15% pour ce qui est des gens qui devraient avoir une simple réduction du dosage. Mais c'est une obligation de faire ce génotypage avant d'utiliser le Myosense. Les effets secondaires, globalement, le mode d'action est identique. Donc, les effets secondaires vont être identiques. On va avoir de façon attendue une baisse des lymphocytes. À peu près un patient sur 5 sous Gilenya a une élévation des tests hépatiques. Donc, on va avoir la même chose probablement avec le Zeposia et le Myosense. Les trois traitements appartiennent bien sûr aux immunosuppresseurs, donc augmentent théoriquement en tout cas le risque d'infection banale, qu'une infection banale soit se devienne une infection sévère, et puis qu'on puisse éventuellement avoir une infection opportuniste, c'est-à-dire une infection qu'on n'a pas lorsque l'on n'est pas immunosupprimé. Avec le Gilenya, il y a des discussions concernant éventuellement une augmentation des tumeurs cutanées. Donc, de façon logique, il faut avoir les mêmes précautions, donc avoir un suivi dermatologique régulier dans cette situation, que ce soit avec le Gilenya ou les futurs traitements, le Zeposia et le Myosense. Un petit rappel, il y a actuellement 40 cas déclarés de leucoencéphalite multifocale progressive. C'est une infection sévère, potentiellement sévère, cérébrale qui est liée à un virus qu'on appelle le virus JC. Les données s'accumulent petit à petit pour démontrer que le risque de développer cette infection cérébrale augmente avec l'âge.
augmente avec la durée de traitement, plus de 2 ou 3 ans de traitement, et augmente avec le fait si on est JC positif, c'est-à-dire que si on a eu à un moment donné un contact avec ce virus à un moment donné de la vie, c'est quelque chose qui est évaluable par l'intermédiaire d'une prise de sang. Donc le MySense, donc premier traitement de la sclérose en plaques secondaire progressive avec activité. Donc ça, c'est l'indication qui est donnée par Swissmedic. On n'a pas en Suisse de précision pour déterminer dans quel délai on a dû faire la dernière poussée et dans quel délai on a dû avoir la dernière activité inflammatoire à l'imagerie. Si on se base sur ce qui est proposé par l'Agence européenne du médicament, on considère qu'on doit avoir eu cette activité durant les 2 dernières années d'évaluation. Mais en Suisse, on n'a pas de limite. Quelle est l'efficacité du MySense? L'efficacité est intéressante. On diminue pour les gens qui sont donc dans cette catégorie. C'est la raison pour laquelle les autorités suisses, Swissmedic, mais également l'Agence européenne du médicament ou d'autres, ont retenu une indication chez les patients qu'une forme secondaire progressive active, donc avec une activité à l'IRM ou des poussées. On diminue le risque de l'évolution vers la validité d'environ 30%, alors que ce risque pour l'ensemble de la cohorte était d'environ de 20% de diminution. Un autre traitement, je passe très vite, c'est juste la famille des anti-CD20. Donc, on avait le Maptera, mais surtout ce que vous connaissez, c'est l'Ocrevus. Et dans la forme poussée-rémission, va arriver tout prochainement un autre médicament qui agit de la même manière que l'Ocrevus, qui s'appelle l'ofatumumab. C'est la même efficacité, donc très, très haute efficacité, le même profil de sécurité que l'Ocrevus. Quelles sont les différences? Une différence au niveau de l'anticorps qui est entièrement humain alors qu'il est humanisé pour l'Ocrevus. Ce qui est surtout différent, c'est que l'Ocrevus, comme vous le savez, est perfusé tous les 6 mois et nécessite une surveillance en clinique ou chez le médecin durant 4 à 6 heures. L'ofatumumab sera administré, lui, sous forme d'une injection sous-cutanée, donc comme la Copaxone ou comme le Rebif, par exemple. Et donc, après, c'est le temps de réaliser l'injection sous-cutanée, on va dire 5 à 10 minutes. Avec l'autre différence principale, c'est qu'avec l'Ocrevus, avant de faire la perfusion, on donne un antihistaminique, donc un anti-allergique, et on donne des corticoïdes, alors que, sauf dans certaines situations, on n'aura pas besoin de le faire avec l'ofatumumab. Si je passe maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire sclérose en plaques lymphocytes, une petite diapo rapide pour rappeler les mesures barrières proposées en Suisse depuis maintenant 1 mois et demi, avec aussi bien des mesures concernant masques, distance, etc., que le télétravail. Et tout ça est bien sûr valable pour tout le monde, médecins, personnel soignant, mais également tous les patients, qu'ils aient une sclérose en plaques ou non, et puis bien sûr toute la population. Maintenant, 2 points peut-être de rappel qu'il est toujours important de faire parce que le premier, c'est que la sclérose en plaques n'augmente pas le risque d'être infecté par le Covid-19. J'entends encore de temps en temps « Ah, mais mon système immunitaire, il est peut-être un peu plus faible, vous ne croyez pas, docteur ?» Non, le système immunitaire n'est pas plus faible. Le système immunitaire a un bug dans un domaine particulier qui a été responsable du développement de la sclérose en plaques, mais votre système immunitaire, quand on a une sclérose en plaques, est tout à fait tonique et réactif, sauf s'il est bien sûr influencé par une médication. Donc la sclérose en plaques elle-même n'augmente pas le risque d'être infecté par le Covid-19. Et on n'a pas non plus, là il y a plusieurs études qui ont été faites en Italie, France, Australie, etc. On n'a pas d'éléments qui permettent de penser qu'une infection par le Covid-19 puisse déclencher une poussée. Par contre, comme avec toute infection, si l'infection s'associe notamment à de la fièvre, on peut avoir un phénomène qu'on appelle le phénomène d'Outhoff, qui est bien décrit par ce monsieur-là, le Dr Outhoff. C'était décrit ça à la fin
des années 1800, et d'anciens symptômes ou des symptômes présents vont être aggravés par l'état fébrile, c'est-à-dire que la marche va devenir plus difficile, ou des fourmillements qui avaient disparu vont réapparaître, ou un problème visuel séquelaire va à nouveau être plus marqué. Et ces éléments-là sont simplement liés à l'augmentation de la température et ne traduisent pas une poussée. C'est quelque chose qu'il est important de différencier, parce qu'à partir du moment où l'état fébrile redevient avec une température corporelle normale, les symptômes en question disparaissent. Qu'est-ce qu'on a aussi appris sur cette dernière année? Qu'on pouvait continuer de faire les consultations chez le neurologue, contrairement à ce qui avait été fait lors du premier confinement. Il est clair, et de plus en plus, et on a vu qu'on avait des problèmes si on ne poursuivait pas les suivis qui étaient nécessaires ou nécessités par les traitements, les prises de sang, les IRM qui sont nécessaires. On a pu se retrouver parfois dans des situations un peu difficiles parce qu'on n'avait pas respecté, pour diverses raisons, les protocoles, on va dire, qui sont prévus. Autre chose extrêmement importante, respecter les schémas de traitement. C'est pas parce que le Covid est présent qu'il faut tout d'un coup prendre du Gilenya un jour sur deux ou éviter ou stopper sa thérapeutique. Les risques d'un arrêt d'un traitement sont largement supérieurs et très largement supérieurs au risque de la poursuite du traitement. On a appris aussi à faire des téléconsultations, donc ça c'est clair que ça nous sert, ça sert aussi les patients. L'autre chose qu'on a apprise lors du premier confinement, c'est qu'il fallait impérativement, lorsque c'était nécessaire, poursuivre les soins à domicile, poursuivre la physio, poursuivre l'ergo quand c'est nécessaire. On a trop vu de situations où des gens qui avaient un handicap un tant soit peu important se retrouvaient tout d'un coup tout seuls à la maison, dépendants de leur famille, avec tout le poids de la prise en charge qui se reportait sur les proches. Continuer à faire de l'exercice. J'ai aussi observé malheureusement à la consultation des gens qui avaient perdu de l'autonomie, non pas parce que la sclérose en plaques avait été devenue plus grave ou plus difficile à traiter ou que sais-je, mais simplement parce que dans le contexte du premier confinement, les gens étaient restés à domicile, ne sortaient plus, ne s'exerçaient plus et se retrouvaient derrière avec un handicap qui s'était majoré. Si on a une infection à Covid-19 et qu'on a une sclérose en plaques, on a un risque augmenté d'avoir une infection sévère lorsqu'on a les mêmes caractéristiques que la population générale. C'est-à-dire, ce que vous savez, l'âge, les personnes âgées, 70, 80, 85 ans, ont plus de risques. Si on est obèse, si on a d'autres problèmes de santé, diabète, hypertension, problèmes respiratoires, etc. Ce qu'on a appris dans les différentes études qui ont été faites, c'est que en dehors de ces risques que l'on considère pour la population générale, avec l'âge que je reprends, deux éléments se distinguent chez les patients qui ont une sclérose en plaques. Les gens qui ont une forme secondairement progressive de sclérose en plaques ont en général un risque d'avoir une infection à Covid-19 sévère un peu plus marqué. Et les patients qui ont un handicap relativement important, c'est-à-dire un EDSS de 6. Un EDSS de 6, c'est marcher une centaine de mètres avec une canne, sont aussi des patients qui sont plus à risque, s'ils sont infectés par le Covid-19, d'être hospitalisés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être intubés ou qu'ils vont décéder, mais le risque de devoir être hospitalisé est plus marqué pour ce groupe de patients. Donc, corollaire de tout ça, si on est dans l'une ou l'autre de ces situations, il est vraiment indispensable d'appliquer de façon stricte les mesures barrières. En ce qui concerne les traitements de fond, donc les différentes immunothérapies et les risques du Covid-19, de façon générale, il faut clairement poursuivre ces traitements. Si vous avez des doutes, il vous faut en discuter avec votre neurologue. Par rapport au traitement de fond, les injectables, donc interféron bêta, acétate de clatyramère, ont clairement été démontrés. Il n'y a pas de risque supplémentaire d'infection sévère ou d'évolution grave si on a le Covid-19 et qu'on est sous l'une ou l'autre de ces molécules. Avec le Tecfidera, l'Obagio, pas non plus d'évidence, sauf si on a une réduction importante des globules blancs et tout particulièrement des lymphocytes. Ça arrive dans un tout petit pourcentage des patients, dans l'ordre de 5-6% des patients qui sont sous Tecfidera ou Obagio.
Le Gilenya, pas d'évidence que le risque d'infection grave soit augmenté, donc on poursuit ces thérapeutiques et par extension, on pense que c'est la même chose avec le Zeposia et le MySense qui sont arrivés récemment sur le marché. Le Tysabri, pas non plus d'évidence que le risque d'infection grave soit augmenté, donc on continue clairement le Tysabri. L'Emtrada et Mavenclad, les données sont limitées parce que c'est des médicaments qui sont beaucoup moins fréquemment utilisés. Dans les petites données que l'on a, on n'a pas d'évidence que le risque d'infection grave soit augmenté, mais on considère que ces deux molécules pourraient être avec une immunosuppression plus importante que des traitements comme le Gilenya ou le Tecfidera, et on recommande bien sûr une application stricte des mesures barrières. L'Ocrevus est dans une situation un petit peu particulière parce qu'avec les mêmes données, les neurologues experts de la Société suisse de sclérose en plaques ont considéré, et c'est ce qui est présent sur la page web de la Société suisse, qu'il n'y a pas d'évidence d'augmentation du risque d'infection grave, alors que les experts internationaux sur la page de la Fédération internationale de sclérose en plaques, ils mettent qu'il y a une possible augmentation relative du risque. Si cette augmentation elle existe, elle doit encore être démontrée, et si elle existe, elle reste tout à fait modeste. On considère surtout de recommander une application des mesures barrières, privilégier le télétravail, etc. Maintenant, si on passe à la dernière partie, c'est-à-dire sclérose en plaques et puis vaccin contre le Covid-19, tout d'abord, quelques remarques importantes. Ce que l'on va discuter ne concerne que les vaccins qui sont actuellement disponibles en Suisse. Peut-être Gilles Epron parlera plus des autres vaccins pour lesquels il y a plus de connaissances que moi. Et donc, les vaccins qu'on appelle RNA messager, le vaccin de Pfizer et le vaccin de Moderna, dont vous avez largement entendu parler. Si on pose la question, quelle est l'expérience dans la littérature médicale de vaccination de patients qui ont une sclérose en plaques avec ou sans traitement, ben vous imaginez bien que les premiers vaccinés datent du milieu de décembre aux États-Unis. Il n'y a pas de données dans la littérature. Donc, tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on évalue par rapport au vaccin est basé à la fois sur des données théoriques et sur l'expérience qu'on a des vaccins en général. Donc, c'est un point qui va être clairement en évolution et les connaissances vont évoluer dans le temps. Qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui? Quel est le rationnel de la vaccination? Le premier élément, c'est que les vaccins dont on dispose sont hautement efficaces, avec une efficacité de l'ordre de grandeur de 95% dans les études. On a, en tout cas à court terme, un excellent ou un bon profil de sécurité. J'ai juste regardé sur une page web, on estime qu'il y a plus de 40 millions d'Américains qui ont été vaccinés plus ou moins à mi-février. Donc, je pense que si la discussion, c'est je vais attendre qu'il y ait assez de monde qui soit vacciné, en tout cas pour ce qui est des données de sécurité à court terme, on est déjà dans une situation où on peut être pleinement rassuré. On commence d'avoir des données, ou on va commencer d'avoir des données à relativement long terme, parce que les premiers patients qui ont été vaccinés avec le vaccin de Moderna étaient vaccinés il y a bientôt une année, donc en mars 2020, et on va petit à petit avoir des données à 1 an ou plus. Chaque semaine, les experts du conseil scientifique de la Société suisse de sclérose en plaques se réunissent et regarde s'il y a des données nouvelles concernant les traitements et concernant les vaccins. Et les recommandations du conseil scientifique, c'est que les bénéfices du vaccin l'emportent largement sur les risques de la vaccination, y compris chez les patients sclérose en plaques. Et donc, le conseil scientifique recommande la vaccination. Qui c'est qui vont vacciner? Comme on le mentionnait, les patients qui sont atteints de sclérose en plaques peuvent se faire vacciner contre le Covid-19. Et les patients qui sont dans une catégorie où, en cas d'infection par le Covid-19, ils pourraient développer une forme plus sévère, logiquement peuvent, on devrait peut-être même dire doivent, se faire vacciner en priorité. C'est quelque chose que vous devez aussi, comme quand vous discutez de vos traitements, discuter avec votre médecin traitant, votre neurologue traitant. Qui c'est qui peut être vacciné en priorité? Les patients qualifiés de vulnérables par l'OFSP. Tout d'abord, ceux qui ont des problèmes de santé généraux, diabète, etc. Donc, ça, c'est des choses que vous devez voir éventuellement avec votre médecin traitant. Et puis, tous les patients immunosupprimés, donc une sclérose en plaques.
et qui sont donc sous Gilenya, Tecfidera, Ocrevus, etc. Donc tous les patients qui sont traités et qui ont une sclérose en plaques et qui sont traités, sauf ceux qui sont traités par interféron bêta, c'est-à-dire Robi, Favonex, etc., ou le glatiramère, donc Copaxone ou glatiramine, le générique. À cette liste-là, personnellement, je rajoute les patients qui ont une forme chronique progressive de sclérose en plaques, qui ont un EDSS supérieur ou égal à 6. Ça ne fait pas partie de la liste de l'OFSP, mais je pense qu'on doit considérer ces gens-là comme vulnérables. On a des études qui le démontrent. Et si quelqu'un était avec un handicap relativement marqué, n'a aucun traitement de fond, mais a un handicap relativement marqué, je le considérerais comme étant à vacciner en priorité. Mais ça, c'est aussi quelque chose, bien sûr, qu'il faut discuter avec votre neurologue. Maintenant, la question de l'efficacité du vaccin et par rapport au traitement que l'on a, là, on se base en premier lieu sur l'expérience qu'on a par rapport aux autres vaccins et on doit bien sûr, ces éléments doivent être confirmés par des études que l'on n'a pas à cette date, mais on est très tranquille par rapport à la vaccination en général avec les interférons, le glatiramère, l'Obagio, le Tysabri, qui n'influencent pas l'efficacité des vaccins. La plupart du temps, sauf exception, le Tecfidera n'a également aucun impact sur la vaccination. Donc, quelqu'un qui serait sous Tecfidera et se ferait vacciner contre le Covid-19 aura probablement une efficacité normale du vaccin. Le Gilenya, lui, on a une expérience un petit peu plus mitigée par rapport aux autres vaccins. Certains patients, pas tous, ont mal répondu à des vaccins contre l'hépatite B ou contre la rage ou contre l'encéphalite. Et donc, il est possible que quelqu'un qui est sous Gilenya, qui se fasse vacciner contre le Covid-19, n'ait pas la pleine efficacité du vaccin, mais l'efficacité restera, même si elle est réduite, certainement largement supérieure à l'absence de vaccination. Donc, on recommande de vacciner les patients sous Gilenya. L'Ocrevus influence encore plus que le Gilenya l'efficacité des vaccins, mais là également, et peut-être Gilles va parler un petit peu plus précisément de ça, on recommande aux patients qui sont sous Ocrevus de se faire vacciner. Il faut aussi discuter du moment idéal de la vaccination en fonction de l'importance de la pandémie et puis des dates de perfusion. L'idéal par rapport aux perfusions serait peut-être de vacciner dans les 2 mois qui précèdent la prochaine perfusion. Mais si on imagine qu'on est dans une période particulièrement à risque, il est probablement préférable de se faire vacciner rapidement pour avoir une certaine couverture pour la période à risque. Maintenant, quelques pistes de réflexion personnelle. Je vous laisse les lire, mais je vais juste insister peut-être sur 2 ou 3 choses. La première chose, c'est l'importance des sources d'information. On a de multiples sources d'information qui conduisent à beaucoup de confusion. Il y a des sites qui peuvent être considérés, je pense, vraiment comme des sites de référence. La Société suisse de sclérose en plaques a fait un énorme effort pour être le plus clair possible par rapport à tout ça. Vous pouvez trouver aussi sur des sites internationaux des informations. L'autre chose que l'on considère souvent, on voit un petit peu l'infection par le Covid-19. En gros, c'est noir et blanc, c'est-à-dire où on est mort, ou c'est une grippette. Et on voit bien, et vous entendez maintenant petit à petit dans les médias, de parler de Covid long, de gens donc, qui ont une infection à Covid, qui l'ont eu à la maison, n'ont pas eu obligatoirement quelque chose de particulièrement sévère, mais qui, à la sortie, se retrouvent quand même être clairement impactés dans leur vie de tous les jours, avec une fatigue, des difficultés à faire des efforts qui peuvent être très très prolongés, alors que c'est des gens qui à la base, c'est des gens sportifs tout à fait normaux et qui n'ont aucune maladie préliminaire. Et puis l'autre point qui je pense est les 2 autres points qui sont importants, est-ce qu'on a dans son entourage soi-même des personnes qui sont éventuellement à risque? Et là je pense, alors c'est peut-être anecdotes personnelles, mes 2 parents ont plus de 80 ans et sont avec des gros problèmes de santé. C'est clair que si par hasard je leur amène le Covid à la maison et qu'ils attrapent le Covid, il est bien probable qu'ils en décèdent. Et donc, je vais être derrière à devoir vivre avec le fait que j'ai, entre guillemets, tué mes parents en amenant le Covid à la maison. L'autre chose qui est beaucoup plus légère, ma fille
cadette est à Lyon, passe les week-ends à Genève. Quand elle revient, on se fait un câlin. Ben, le câlin, il n'est pas recommandé. On le fait quand même. Si je suis vacciné, je vais être très tranquille et du coup, ça va me libérer d'une certaine pression psychologique. Donc, il n'y a pas dans les réflexions, ces 2 points, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas dans les réflexions personnelles par rapport à si on est pour, contre ou quoi. Il y a beaucoup de choses qui doivent être intégrées et pas seulement les données médicales, mais aussi des données d'ordre psychologique qui, je pense, peuvent être intégrées quand on doit faire la réflexion si on veut ou pas se faire vacciner contre le Covid-19. Au final, ben, je vous laisse avec vos réflexions par rapport à tout ça et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations qui sont bien riches. Je vais accueillir ma collègue Isabelle Busser. Bonsoir. Et puis, du coup, j'ai déjà des questions. Moi, j'ai plus de Oui, vidéo. Je vais me remettre un peu. Hops. Non, je pense. attendez. Alors, j'ai pas ma vidéo pour l'instant. Ah, bah là, c'est pas venir. Ok, c'est pas Voilà, grave. C'est bon. vous voyez? Non, mais c'est pas grave. Je me connais. Alors, attendez. D'accord. Alors, j'ai une première question qui est quels sont les risques de l'EMP avec le Maycent et autres nouveaux traitements présentés? Sont-ils des alternatives au Gilenya? Alors, aujourd'hui, la réponse est, on va dire, on ne sait pas. Maintenant, comme le mode d'action, dans le sens qu'il n'y a pas dans les études de patients qui, avec le MySense ou avec le Zeposia, a présenté une LEMP. Les études sont sur 2 ans. Comme je l'ai mentionné, il faut un certain nombre d'années de traitement avec le Gilenya avant qu'on voit l'apparition de ce type de problème. Le Gilenya était disponible en 2010 au niveau mondial. Les premiers cas de LEMP sont arrivés en 2015. Et donc, pendant un certain nombre d'années, on va avoir l'impression que le Zeposia ou le MySense ont une sécurité supplémentaire. À titre personnel, je pense qu'on va avoir vraisemblablement les mêmes problèmes. Donc, dans 5 ans ou dans 6 ans, on aura des cas de LEMP, probablement des cas de LEMP sous cette molécule. Merci. Alors, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Alors moi, j'ai une deuxième question. Il y a une personne qui demande s'il y a un risque de développer une poussée après avoir contracté la COVID-19. Est-ce qu'il y a vraisemblablement sur les forums des gens qui font état de poussées beaucoup plus violentes après une infection? Est-ce que c'est effectivement quelque chose que vous avez documenté et comment est-ce qu'on récupère ces données? Alors, il y a de nombreux registres qui ont été faits avec chaque fois plusieurs centaines, voire même un millier de patients pour un registre présenté par les Australiens à l'ECTRIMS. Et ces registres ne permettent pas de démontrer une augmentation du risque de faire une poussée au décours d'un traitement, au décours d'une infection par le Covid-19. On ne peut pas, bien sûr pas l'exclure. De façon générale, on considère qu'une infection pourrait être un déclencheur des poussées. Donc, on ne peut pas l'exclure, mais on n'en a pas la démonstration, en tout cas dans les registres. Mais si c'est un argument supplémentaire pour être prudent, autant l'utiliser. J'ai une autre question. Donc, une personne qui dit qu'il a été diagnostiqué partiellement d'une CEP pendant plus de 20 ans. Ensuite, elle a été vraiment confirmée et diagnostiquée avoir une CEP il y a 2 ans. Et puis, un médecin a enfin pu confirmer, donc il y a 2 ans, qu'il était atteint de CEP, mais son neurologue ne veut pas donner de traitement. Est-ce normal? Je peux difficilement répondre à la question parce que je ne connais ni les arguments du neurologue, ni la situation spécifique de cette personne. Donc, la réponse est impossible. Je suis globalement
très favorable à un traitement de patient, mais tous les patients que je suis à ma consultation n'ont pas de traitement. Il y a un certain nombre de patients, pour X ou Y raison, soit liés à des discussions qu'on a avec le patient, soit des décisions du patient, soit liées au type de maladie qu'il a, qui font, ou l'estimation des risques des thérapeutiques. On peut avoir plein d'arguments pour traiter, mais aussi parfois pour ne pas traiter les patients, il faut expliquer. Donc, moi, je dirais qu'il faut en premier lieu reprendre la discussion avec le neurologue en cours, ou demander un deuxième avis. Et moi, pour certains patients qui hésitent et qui sont à ma consultation, j'ai aucun problème de leur proposer de demander un deuxième avis, soit au CHIV, soit à l'hôpital à Genève, s'ils veulent avoir un deuxième avis par rapport à une situation. Merci. Alors, la question suivante, c'est si j'ai bien compris, l'immunité pour se défendre contre la Covid reste intacte, même si on prend le Zeposia. Alors, le Zeposia, on est obligé de raisonner par analogie au Gilenya, parce que le nombre de patients sous Zeposia est extrêmement limité actuellement, et dans les registres, je ne suis même pas sûr qu'il y ait des patients sous Zeposia dans les registres dont je parlais. S'ils existent, ils sont en nombre extrêmement limité, donc on n'aura pas de réponse. Mais globalement, toutes les données que l'on a accumulées avec le Gilenya sont vraisemblablement transposables aux Zeposia ou aux MySense. Donc, l'immunosuppression, elle existe. Au mois de mars de l'année passée, on se posait beaucoup de questions par rapport aux gens qui avaient du Gilenya, de l'Ocrevus, notamment parce que c'est les traitements qu'on considère comme étant les, entre guillemets, les plus immunosuppresseurs comparés peut-être à du Tecfidera, de l'Obagio par exemple. Et au final, on a eu, en tout cas, l'heureuse surprise de démontrer dans les différents registres que l'utilisation du Gilenya, donc par analogie du Zeposia, n'est pas associée à une majoration du risque de développer une forme sévère d'infection par le Covid-19, c'est-à-dire une infection qui nécessite une hospitalisation. Merci. Une autre question, donc pas d'augmentation du risque de faire une poussée en lien à une infection du Covid-19, mais s'il y a de la fièvre, on a vu de la littérature qu'il pouvait y avoir un lien avec de possibles poussées, comme vous aviez dit, ce syndrome d'Uthoff. Alors, faut être très précis, je vous arrête. Le phénomène d'Uthoff n'est pas une poussée. N'est pas une poussée. C'est une aggravation des symptômes existants qui est liée au fait que quand la température corporelle augmente, le passage à travers les lésions qui existent se fait moins bien. Et comme le passage à travers les lésions se fait moins bien, on va avoir une aggravation neurologique. Mais ce n'est pas une poussée. Il n'y a pas d'activité inflammatoire. Si on fait à ce moment-là une IRM et qu'on cherche des lésions actives, on ne va pas trouver de lésions actives. Ce n'est pas une poussée. Il faut différencier ça de façon très claire, parce que si on pense que c'est une poussée, la logique serait de donner un traitement de Solu-Medrol, de cortisone, alors que ce n'est absolument pas nécessaire. Il faut faire baisser la fièvre, il faut traiter l'infection, et à ce moment-là, les symptômes qui sont en relation avec l'état fébrile, c'est classique, ça fait plus de 100 ans que c'est connu, vont régresser. Donc, ce n'est pas, le phénomène d'Uthoff n'est absolument pas et n'est clairement pas une poussée. Donc, si on a une aggravation neurologique en relation avec la fièvre, ça ne doit pas être considéré comme une poussée. La première question qu'un neurologue doit poser à un patient qui vient, qui dit « je pense que je fais une poussée », la première question, avez-vous de la fièvre? Si ce n'est pas, prenez un thermomètre, je prends le thermomètre et je mesure la fièvre. Et si on a de la fièvre,
on va penser en premier lieu qu'on est avec une aggravation en relation avec l'état fébrile et absolument pas avec une poussée. Donc, Merci. c'est vraiment deux choses très, très, très différentes et très importantes à séparer. Voilà, j'ai une autre question. Est-ce qu'on passe Oui. à la dernière question avant de passer Peut-être, parce que à c'est la important de conférence? laisser beaucoup de place à Gilles, C'est ça. parce que moi, je me réjouis de l'entendre. Alors, je te laisse une Alors, dernière question, Isabelle. Alors, il y a une personne qui demande si vous pouvez donner des les noms des traitements qui sont équivalents au Mavenclad. Alors, il y a le nom, le Mavenclad, c'est la cladribine, le nom de la substance. Mhm. Et il n'y a Est-ce pas d'équivalent de la Mavenclad, du Mavenclad. Merci. C'est un médicament qui est arrivé récemment, mais il y a 2 ans à peu près sur le marché, qui est extrêmement intéressant dans son mode d'action, mais qui a été profilé en Suisse avec une situation qui est analogue au Tysabri, c'est-à-dire qu'on doit être dans une situation d'échec thérapeutique, c'est-à-dire d'avoir une poussée ou des lésions nouvelles sous un traitement préalable pour pouvoir avoir le droit d'utiliser le Mavenclad. Et puis peut-être encore juste par rapport au Mavenclad, est-ce qu'il y a un risque de LEMP? Pas connu à ce jour, probablement limité, parce que l'immunosuppression est transitoire. Et donc, si on imagine qu'il faut une immunosuppression prolongée pour que la LEMP puisse se développer, ce qui semble être le cas avec les différents cas de LEMP et les différents traitements que l'on a, que ce soit le Tysabri, Tecfidera rarement ou le Gilenya dont je parlais, comme l'immunosuppression est transitoire, on pense que vraisemblablement pas. L'immunosuppression ou le Mavenclad touche plus aussi les lymphocytes B et donc les lymphocytes T qui sont responsables de la réponse contre les virus restent plus présents que quand on est avec d'autres molécules et donc on pense que c'est par ce biais-là qu'on a moins de cas. Mais pour l'instant, il n'y a pas de cas. Merci. Voilà, alors maintenant, on va accueillir le docteur Gilles Lepron. Je vais enclencher la caméra et puis le micro. Alors, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Voilà. Et puis, je vais vous donner la présentation. Voilà. Donc, je crois que vous pouvez accepter. Ouais, c'est bon. Et là, je pense que je montre mon écran. Est-ce que vous voyez le titre de la présentation? C'est parfait. C'est parfait, ok. Très bien, donc bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, je vais vous parler de vaccination ce soir. Donc, je m'appelle Gilles Lepron, je suis médecin adjoint dans le service de médecine tropicale et humanitaire. Et nous nous occupons entre autres des vaccinations avant les voyages, mais c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années que nous avons aussi créé une consultation spécialisée pour les remises à jour en fait de vaccins chez les patients sous traitement immunosuppresseur. C'est dans ce cadre-là que je vais donc parler de vaccination, comment ça fonctionne, comment ça marche et quelles sont les particularités lors justement d'un traitement immunosuppresseur. Je ferai un petit aparté sur le Covid, vaccin Covid. En l'occurrence, ce sera extrêmement court parce que le sujet est déjà relativement compliqué. Par contre, je mettrai des liens à la fin de ma présentation, des liens Internet de vidéos extrêmement complètes en l'occurrence sur cette problématique, 2 liens, entre autres, de vidéos qui chacun dure 1 heure. Donc, juste pour vous dire qu'effectivement, en 30 minutes, j'avais de la peine à parler de ça, plus de mon sujet déjà de base. Donc voilà, je vais commencer. Alors évidemment, comme vous voyez avec cette image, c'est comme ça que lorsque l'on travaille dans la vaccination, qu'on aime être représenté. Cette image est idyllique de personnes souriantes et reconnaissantes de recevoir une vaccination. Ne vous en faites pas, nous ne sommes pas dupes. Et pas totalement naïfs. Nous savons bien que la majorité de la population nous perçoit plutôt comme ceci. Et j'espère qu'au cours de cette présentation, je vais essayer de vous faire changer un tout petit peu d'avis. Première étape avant de parler véritablement de vaccination et des fondamentaux de la vaccinologie, tout simplement rappeler
une chose évidente, mais les vaccins, ce sont des médicaments. Il y a donc des indications, il y a des contre-indications, il y a des bénéfices, il y a des risques, comme tout médicament, comme souvent d'ailleurs toute chose que l'on fait dans notre vie, il va falloir en fait gérer évidemment le risque, et en l'occurrence, la vaccination ne déroge évidemment pas à cette évidence. Si je dois parler des indications de manière générale, alors où qu'on soit sur le globe, de manière générale, on s'est indiqué en fait de vacciner pour la diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite. C'est aussi recommandé en principe d'être vacciné contre la rougeole, oreillon, rubéole. C'est important d'être immunisé contre la varicelle, et j'ai changé de terme, non pas vacciné, mais immunisé, puisque en fonction des endroits, et en l'occurrence en Europe occidentale, 97% de la population en fait vont développer la maladie lors de leur enfance, et donc n'ont pas, par définition, besoin d'être vaccinés, puisque nous n'avons pas de risque de réattraper la maladie étant adulte, sachant que la varicelle est dangereuse lorsque l'on est adulte, et c'est d'ailleurs pour cette raison que d'autres régions du monde avec une incidence beaucoup plus basse recommandent d'être vaccinés, que leur population soit vaccinée. Il y a une recommandation générale d'être vacciné contre l'hépatite B, c'est une maladie mondiale, et puis lorsque l'on a lorsqu'on fait partie de certains groupes vulnérables, on peut avoir une recommandation d'être vacciné contre le pneumocoque, contre la grippe. Et puis maintenant, j'ai mis encore le Covid-19 entre parenthèses, mais en l'occurrence, c'est une vaccination qui sera évidemment de plus en plus générale et probablement pour le monde entier, tant qu'on a évidemment encore suffisamment de doses. Lorsque l'on veut voyager ou lorsque l'on vit dans certains pays, il y a d'autres indications, entre autres une indication d'être vacciné contre l'hépatite A. Et puis lorsqu'on veut voyager en Amérique latine ou en Afrique, on peut être vacciné aussi contre la fièvre jaune. Évidemment, il y a encore beaucoup d'autres vaccins que l'on peut, qui sont potentiellement indiqués, mais ça va dépendre en fait de l'exposition. S'il n'y a pas d'exposition à la maladie, il est inutile de proposer une vaccination, et donc ça va véritablement être quelque chose d'individualisé en fonction réellement de l'exposition. Et puis certains de ces médicaments sont justement contre-indiqués lorsqu'il y a une immunosuppression, et on va comprendre, je vais vous expliquer pourquoi et dans quelles circonstances justement il y a ces contre-indications. Maintenant, comment de manière générale on décide en fait de l'indication à une vaccination? En fait, ça dépend de deux risques. Le premier risque, c'est le risque de complications en cas d'infection, et le deuxième risque, c'est le risque de s'infecter. Évidemment, si vous n'avez aucun risque de vous infecter, il n'est pas nécessaire d'être vacciné. Et de la même façon, s'il n'y a aucune complication à une infection, potentiellement, c'est totalement inutile aussi d'être vacciné. Et on va placer justement les maladies en fonction de ces deux risques potentiels. Évidemment, si les maladies se rapprochent du en haut à droite du graphique, on se rapproche d'une vaccination qui est strictement essentielle. Et puis, par contre, lorsqu'on se rapproche de en bas à gauche, ce sont des maladies potentiellement peu utiles d'être vaccinées, voire pas utiles du tout. Alors évidemment, ces points ne sont pas du tout statiques, ils sont mobiles en fonction justement de l'incidence, éventuellement de l'épidémie, et puis justement aussi du risque d'avoir des complications. Ainsi, par exemple, si on reprend la fièvre jaune, qui est une maladie évidemment totalement sans aucun risque lorsque l'on est en Europe, on aura le point qui est plutôt ici, donc évidemment aucune indication d'être vacciné. Par contre, lorsque vous voyagez potentiellement en Amérique latine ou en Afrique, le point se rapproche effectivement du point du graphique. Mais si vous voyagez par exemple en pleine épidémie, comme lors de l'épidémie en 2017-2018 du Brésil par exemple, le point va s'approcher très dangereusement du coin en haut à droite. Si je résume par rapport au Covid, probablement qu'actuellement, nous avons le point du Covid, puisque c'est extrêmement fréquent d'être infecté par le Covid, qui est par là. Par contre, la mortalité du Covid dans la population générale reste globalement extrêmement faible, mais évidemment, comme pour la grippe, en fonction si vous faites partie d'un groupe vulnérable, potentiellement cette mortalité et ces complications peuvent augmenter. Donc maintenant, lorsqu'on discute de la gestion du risque, évidemment, on doit parler justement du risque. Quels sont les risques de la vaccination? Alors, il faut aussi différencier les risques des craintes. On peut avoir énormément de craintes qui peuvent être avérées, qui sont liées directement à certains risques, et on peut avoir des craintes, en l'occurrence, pour lesquelles il n'y a pas de risque avéré, en tout cas pas d'évidence au niveau scientifique, médical, qu'il y ait un lien évident avec un risque. Dans les risques clairement reconnus, évidemment, il y a les effets secondaires. Alors, je ne vais pas parler des effets secondaires classiques qui sont des maux de tête, qui sont la fièvre, qui sont éventuellement des courbatures, puisque ce sont des choses qui sont en fait
qui sont une preuve, si vous voulez, que votre système immunitaire réagit, en l'occurrence, à la vaccination. Et même, on pourrait presque même plutôt être heureux, en fait, d'avoir ces effets secondaires. C'est évidemment pas le cas, mais puisque c'est quand même pas agréable. Mais en fait, c'est une preuve comme quoi ça fonctionne, si vous voulez. Par contre, il y a évidemment des effets secondaires sévères, et entre autres, ce qu'on appelle les maladies vaccinales. Alors, les maladies vaccinales, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, c'est qu'on donne un vaccin, on injecte un vaccin et en fait, la personne va développer la maladie contre laquelle, initialement, on voulait vacciner. Alors, il faut savoir que cet effet secondaire est premièrement rare, mais surtout, et ça c'est extrêmement important de s'en souvenir, c'est que cette complication n'est possible uniquement si on utilise des vaccins vivants atténués. Et donc, c'est possible lorsqu'on vaccine, par exemple, contre la rougeole, parce que c'est un vaccin vivant atténué. C'est possible lorsqu'on vaccine éventuellement contre la fièvre jaune, parce que c'est un vaccin vivant atténué. Mais ce n'est pas possible lorsqu'on vaccine, par exemple, contre la grippe. Plusieurs fois, on entend des fois des gens qui disent « j'ai eu le vaccin de la grippe et puis 2 jours après, j'ai attrapé la grippe ». Alors, il est possible d'attraper la grippe quelques jours après éventuellement un vaccin, parce que le vaccin potentiellement n'est pas efficace ou simplement qu'il n'a pas eu le temps d'être efficace. Par contre, il n'est pas possible que cette maladie soit due à la vaccination contre la grippe, parce que la grippe est un vaccin inactivé, c'est-à-dire qu'on ne transmet absolument pas de virus, et en l'occurrence, ce n'est pas un organisme vivant, donc ne peut pas rendre malade en soi. Ce qui est le cas, par exemple, pour les vaccins vivants atténués potentiels. De manière générale, évidemment, cette maladie vaccinale, c'est ce qu'on craint en tant que vaccinologue, et c'est quelque chose qu'évidemment, on ne veut pas avoir, et c'est d'ailleurs pour cela que, de manière générale, ces vaccins sont formellement contre-indiqués lors de traitements immunosuppresseurs. Autre effet secondaire sévère, évidemment, que l'on craint potentiellement, ce sont les anaphylaxies sévères, ou ce sont ce qu'on appelle les réactions allergiques sévères. Alors là, en l'occurrence, quel que soit le vaccin, le risque après une dose est estimé entre 0,2 à 1 pour 100 000 doses. On en a entendu récemment, peut-être certains d'entre vous ont pu lire que c'était une des craintes éventuellement d'ailleurs justement des effets secondaires liés au vaccin Covid. La dernière étude que j'ai lue, en l'occurrence en date, montrait un risque d'anaphylaxie sévère d'à peu près à 0,25 sur 100 000 doses. Donc, qui est tout à fait dans le range connu, habituel de n'importe quel vaccin que nous utilisons depuis des décennies. Maintenant, il y a une crainte de réponse immune délétère. Alors, évidemment, initialement, c'est normal d'avoir des craintes, et puis c'est tout à fait justifié. Nous ne sommes pas omniscients, il faut toujours avoir une certaine prudence dans des domaines médicaux où, par définition, nous ne connaissons pas tout. Et puis, c'est justement le travail d'effectuer des études pour évaluer si cette crainte est avérée ou si cette crainte reste une crainte avec, en fait, quelque chose qui est non fondé. En l'occurrence, pour ce qui est de la transplantation, c'est-à-dire est-ce que lorsque l'on vaccine quelqu'un de transplanté, il y a une augmentation du risque de rejet, c'est non fondé. Clairement, il y a suffisamment d'études qui démontrent que c'est non fondé. Maintenant, si on parle des maladies inflammatoires intrinsèques ou des maladies dysimmunitaires ou maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde ou comme par exemple la sclérose en plaques, ce qui a été clairement démontré, c'est que le rapport bénéfice-risque est en faveur de la vaccination. Un des meilleurs exemples est justement la grippe, où lorsque l'on vaccine en groupe de patients sclérose en plaques avec justement le vaccin contre la grippe et on compare à un autre groupe de patients souffrant de sclérose en plaques non vaccinés, en fait, il y a une diminution du nombre de poussées dans le groupe vacciné, justement parce qu'on a une diminution potentielle des infections qui pourrait être un facteur de risque, justement, d'avoir des poussées de sclérose en plaques. Donc, on ne connaît pas tout. Il y a certaines études qui n'ont pas forcément été encore faites. Entre autres, par exemple, les vaccins Covid qui viennent de sortir, nous n'avons pas encore d'études sur la tolérabilité, si vous voulez, de ces vaccins chez les patients sclérose en plaques. Mais ce que l'on sait, ce qui est important de retenir, c'est que le rapport risque-bénéfice, et d'ailleurs c'est ce que déjà le docteur Serge Roth vous a transmis, est clairement en faveur en fait de la vaccination, sans qu'on puisse vous dire évidemment que c'est totalement dénué de risque non plus. Maintenant, quels sont les bénéfices justement de la vaccination? Les bénéfices, c'est justement de diminuer le risque de s'infecter de manière générale dans une population, mais évidemment et particulièrement dans une population vulnérable qui prend des traitements immunosuppresseurs, parce que justement, le risque de développer une infection est nettement augmenté, potentiellement augmenté en tout cas, en fonction justement du traitement qui est pris. Ici, un tableau, en l'occurrence chez des patients de polyarthrite rhumatoïde de plus de 65 ans, où on voit qu'en fonction du dosage
et surtout de la durée du traitement de corticostéroïdes, qui ne sont pas des traitements de longue durée que vous prenez en général pour la sclérose en plaques, on peut augmenter le risque d'infection sévère de 10 fois. Donc évidemment, certains traitements vont exposer les gens à une augmentation des infections, et donc c'est d'autant plus important éventuellement d'être vacciné afin d'éviter justement ce risque. Maintenant, si on parle des fondamentaux de la vaccination, comment fonctionne un vaccin, et je pense que c'est extrêmement important, entre autres, pour essayer de comprendre la différence justement des vaccins qui sont actuellement présentés sur le marché par rapport au Covid, entre le Moderna, le Pfizer, l'AstraZeneca, etc., etc. Alors, je vais pas parler du tout en détail justement de ces vaccins-là, mais des mécanismes de comment fonctionne un vaccin, ce qui vous permettra quand même un tout petit peu de comprendre pourquoi il y a potentiellement des différences entre ces différents vaccins. Donc, ce qui est important de se souvenir, c'est que la qualité, la durée et le type de la réponse immunitaire va dépendre de la nature de l'antigène. Vous allez voir, je vais compléter ça assez longuement dans les prochaines slides. Il est aussi extrêmement important de différencier la construction de la réponse immune, c'est-à-dire le premier contact entre le corps humain, le système immunitaire et la formation, si vous voulez, d'un début d'immunité contre ce pathogène, et de son entretien, c'est-à-dire simplement de faire en sorte que l'immunité persiste. Ça, c'est différent et on va voir justement pourquoi et comment. Tout d'abord, lorsqu'on parle de vaccins, il faut bien différencier. Il y a deux grands groupes, si vous voulez, de vaccins. Après, évidemment, c'est des choses simplifiées. Et si on rentre dans les détails, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais pour faire simple, il y a deux grands groupes. Il y a les groupes des vaccins vivants, que je parlerai tout à l'heure. Et puis, il y a le groupe des vaccins non vivants, souvent qu'on appelle inactivés. Et dans ce groupe des vaccins inactivés non vivants, en fait, on subdivise ces types de vaccins en trois. Il y a d'abord ce qu'on appelle les vaccins polysaccharides purs. En l'occurrence, ce sont des vaccins qui sont quasiment plus utilisés. Vous comprendrez pourquoi, parce que malheureusement, leur efficacité est relativement modeste. Mais en l'occurrence, ces vaccins ont la capacité de stimuler ce qu'on appelle l'immunité humorale, et justement sans formation d'immunité mémoire, et c'est entre autres justement pour cela qu'on les utilise de moins en moins. Qu'est-ce que l'immunité humorale? Il faut savoir, évidemment, à nouveau, je simplifie l'immunologie, que, évidemment, le corps humain fait face à de nombreux pathogènes. Certains de ces pathogènes sont ce qu'on appelle extracellulaires, c'est-à-dire qu'ils circulent dans les tissus, dans le sang, etc., mais pas dans la cellule en tant que telle. Et contre ces organismes, de manière générale, le corps a besoin de se défendre justement à l'extérieur des cellules, et la majeure partie du temps, ces défenses sont liées et via des anticorps. Et donc, l'immunité humorale, c'est une immunité qui fonctionne avec justement la production d'anticorps. Et puis, par contre, il y a certains organismes, comme par exemple beaucoup de virus, eux ne circulent pas tant que ça, en l'occurrence, dans le corps, mais généralement vont infecter la cellule et vont infecter de cellule en cellule. C'est ce qu'on appelle des infections intracellulaires. Et donc, dans ce cas-là, les anticorps sont souvent beaucoup moins efficaces pour contrer ces maladies, et on a besoin donc d'un autre type d'immunité qu'on appelle une immunité cellulaire, c'est-à-dire que ce sont des cellules du corps humain qui vont reconnaître quelles cellules sont infectées et les détruire avant que justement le virus se propage à d'autres cellules. Voilà un tout petit aparté pour bien que vous compreniez les différences. Maintenant, autre type de vaccin inactivé ou non vivant, ce qu'on appelle les vaccins protéines, peptidiques ou polysaccharides conjugués à une protéine. C'est, à vrai dire, actuellement, à peu près 85-90%, je dirais, des vaccins que nous avons dans la pharmacopée suisse ou même mondiale, disons, sont un type de vaccin avec cette technologie-là. Ce sont des vaccins qui vont justement permettre aussi une stimulation humorale avec l'avantage de permettre une immunité mémoire. Vous verrez, je l'expliquerai un tout petit peu plus tard. Et puis, nous avons les nouveaux vaccins, Pfizer, Moderna, les ARN messagers. Alors, nouveaux vaccins commercialisés, mais il faut savoir quand même que la première étude sur ces vaccins date de 2008, donc c'est quand même non plus pas tout à fait hier, qui en fait agit totalement différemment, en majorité, avec la capacité essentiellement de stimuler justement cette immunité cellulaire et non de stimuler essentiellement la production d'anticorps. Et ça, c'est extrêmement important de bien comprendre en fait ces différences-là. Donc, lorsque l'on injecte un vaccin, plus ou moins avec adjuvant, on injecte donc justement, il y a un dépôt de l'antigène éventuellement dans le tissu, il y a une inflammation qui est induite, et puis une attraction des cellules présentatrices d'APG que je nommerai APC. Ces APC vont manger, ils vont capter les antigènes extracellulaires ou, en l'occurrence,
le vaccin de type mRNA va s'internaliser dans cette cellule, puisque le vaccin mRNA, si vous voulez, donne l'impression par rapport à la cellule ou se fait passer un peu comme pour un virus, c'est-à-dire il va permettre d'internaliser le code génétique qui par la suite va pouvoir utiliser la machinerie de fabrication de protéines au niveau de la cellule en tant que telle. L'avantage de cela, c'est que ça va produire des antigènes intracellulaires et c'est extrêmement important justement pour pouvoir stimuler une immunité de type intracellulaire. Par la suite, ces cellules-là vont migrer via les vaisseaux lymphatiques dans le ganglion de drainage et donc faire l'inflammation au niveau du ganglion de drainage de la piqûre. Si on reprend d'un point de vue un tout petit peu plus microscopique maintenant, donc on reprend les vaccins polysaccharides, ils sont donc captés par les APC et mis de manière isolée au niveau de la surface de cette cellule. Le fait qu'elle est mise de manière isolée à la surface de cette cellule, elle va pouvoir stimuler un lymphocyte B, un type de lymphocyte qui lui va se diviser, se multiplier et se spécialiser en plasmocytes. Et c'est lorsqu'il est plasmocyte qu'il va justement produire les anticorps. Et c'est ce qui va permettre justement, c'est la stimulation de la voie B ou ce qu'on appelle l'immunité humorale. Cette réponse immune primaire, ça prend environ 2 semaines, c'est relativement long. C'est pas parce qu'on est vacciné hier qu'on est protégé aujourd'hui. Sinon, ça prend en minimum 2 semaines pour avoir un semblant d'immunité. Et puis, il faut savoir que lorsqu'on a ce contact initial, les plasmocytes sont relativement à courte durée de vie avec des anticorps de faible affinité. Ça veut dire que relativement peu efficaces, si vous voulez. Et donc, ici, en résumé, si vous voulez, au niveau graphique, ce que ça donnerait avec une première dose et puis une stimulation de l'immunité, puis par la suite, avec les années, une diminution de l'immunité. Lorsqu'on le revaccine avec ce type de vaccin, c'est-à-dire des polysaccharides purs, en fait, on va obstinément faire toujours une réponse primaire, c'est-à-dire que le corps n'a pas appris, en fait, qu'il a déjà été en contact avec ces antigènes potentiels. Et c'est d'ailleurs une des raisons essentielles pour lesquelles nous n'utilisons quasiment plus de ces vaccins, parce qu'en fait, c'est une efficacité faible et surtout de relativement courte durée. Maintenant, la majorité des vaccins que nous utilisons sont justement des vaccins protéines ou polysaccharides conjugués. Alors, de la même façon que les autres, ils vont être captés, mangés par les APC, et puis ils vont être mis à la surface, mais cette fois en association à un récepteur. Pas important que vous reteniez le nom du récepteur, ce qui va permettre en fait la co-stimulation des cellules B avec ce qu'on appelle des cellules TH, en l'occurrence TH2, et puis ce qu'on appelle aussi des CD4. Et donc, ça va stimuler la voie B et donc créer de la même façon la réponse immune primaire avec une latence d'environ 2 semaines, des plasmocytes de courte durée de vie avec des anticorps de faible affinité. Mais ça a surtout extrêmement l'avantage de créer aussi ce qu'on appelle des cellules mémoire. C'est ce qu'on appelle par définition en vaccinologie une primo-vaccination. Et quel est l'avantage en fait de ces cellules mémoire? C'est que lorsqu'il y a un contact ultérieur, eh bien, ces cellules mémoire vont pouvoir être restimulées, elles vont pouvoir être multiplier, diviser, surspécialiser extrêmement rapidement et permettre une immunité beaucoup plus efficace et de beaucoup plus longue durée. Et surtout, avec une réponse immunitaire beaucoup plus rapide. Donc la latence, avant de voir une immunité qui augmente de quelques jours, et justement des plasmocytes de longue durée de vie avec des anticorps de forte affinité. Maintenant, si on regarde les vaccins à mRNA, alors les mRNA vont être internalisés, si vous voulez, un peu comme ce qu'un virus fait. Il s'internalise et puis il va donner en fait son code génétique et laisser le travail, si vous voulez, à la cellule pour se diviser. Sauf que là, c'est pas du tout un virus, c'est juste une mini partie du virus et une seule protéine. Et en l'occurrence, donc la machinerie cellulaire va créer l'antigène. Cet antigène étant intracellulaire, il va être mis avec ce qu'on appelle un récepteur MHC1 qui va permettre de stimuler une voie différente. En l'occurrence, il y a aussi potentiellement une partie de fabrication d'antigènes de type extracellulaire aussi par ce mécanisme, même s'il est extrêmement beaucoup plus faible en fait que par d'autres mécanismes. Et donc, je vais surtout appuyer sur la stimulation de l'immunité mémoire. Donc, le fait qu'il y ait ces antigènes intracellulaires mis en association à ces récepteurs, il y aura co-stimulation TH, il y a aussi co-stimulation des cellules T de type CD8
Et là, on va justement activer tout ce qu'on appelle l'immunité cellulaire avec la destruction de cellules infectées. Il y a aussi formation de cellules mémoire, ce qui permet évidemment, lorsqu'il y a à nouveau un nouveau contact, un contact ultérieur, en fait, une stimulation de l'immunité beaucoup plus importante et beaucoup plus efficace. Donc, comme pour les vaccins polysaccharides purs, lors de la première réponse, elle sera relativement faible, relativement de faible durée par ailleurs, mais lorsqu'on effectue un rappel, eh ben, on va pouvoir stimuler cette immunité mémoire qui va faire une explosion de l'immunité et permettre de contrer en fait les maladies justement contre lesquelles on veut protéger. Alors, la durée de l'immunité va dépendre de la maladie. Si on parle par exemple de l'hépatite A, ça peut durer plusieurs décennies, probablement à vie. Si on parle du Covid, bien qu'on n'a évidemment pas encore du tout les données qui nous permettent de le dire, on espère que l'immunité perdure 12-18 mois, mais évidemment, on ne le sait pas exactement. On espère évidemment encore plus si c'est possible. Maintenant, ça, on a fini avec le groupe des vaccins non vivants. Et maintenant, on va parler des vaccins vivants. Alors, dans les vaccins vivants, de manière générale, justement, ces vaccins sont contre-indiqués chez les immunosupprimés. Je vous ai expliqué pourquoi. Il y a un risque de maladie vaccinale, parce que justement, ce sont des organismes vivants, potentiellement des virus. Il y a donc les formes classiques, qui sont des antigènes vivants atténués, c'est-à-dire qu'au niveau du laboratoire, en fait, on a pris le virus, on a fait en sorte de le rendre très faible et pour qu'il ne fasse pas la maladie. Malheureusement, un cas sur 100 000, de temps en temps, en fonction du type de vaccin, il arrive quand même à rendre les gens malades. Il y a comme vaccin rougeole, oreillon, rubéole, les plus classiques, varicelle, fièvre jaune, éventuellement fièvre typhoïde orale ou poliomyélite orale, que nous n'utilisons plus en l'occurrence dans une bonne partie de l'hémisphère nord. Et puis, il y a des nouveaux vaccins qui utilisent ce qu'on appelle des virus chimériques. Alors ça, c'est un tout petit peu compliqué. C'est aussi du génie génétique, si vous voulez, où on prend un virus qui est anodin pour l'humain. En l'occurrence, l'un des meilleurs exemples, c'est le virus contre Ebola. Donc, Zebov, c'est Ebola du Zaïre, qui actuellement n'est évidemment pas commercialisé en tant que tel, mais qu'on utilise chez les expatriés humanitaires qui vont dans des épidémies justement d'Ebola. Donc, on injecte un virus qui est en fait un virus de la vache, donc des bovidés, et puis on y a inséré, enfin les laboratoires y ont inséré une protéine en code génétique qui va coder pour une protéine du virus Ebola. Et lorsqu'on injecte justement ce virus, il sera anodin pour l'humain. Par contre, le fait qu'il contient dans son code génétique une protéine qui est équivalente, enfin, qui est celle de Ebola, le corps, lui, va réussir à faire des anticorps contre et une immunité de manière générale contre ces protéines-là, et ce qui permettra de protéger contre Ebola. Je sais que, par exemple, le virus AstraZeneca utilise un petit peu cette technique. Je dis bien un tout petit peu parce qu'en l'occurrence, ce n'est pas un vaccin vivant en tant que tel. C'était à base un vaccin vivant, mais qui a été atténué. C'est un adénovirus, soit du chimpanzé pour, je crois, AstraZeneca, soit en l'occurrence de l'humain ou je confonds entre le chinois et l'AstraZeneca. Mais en l'occurrence, ce ne sont pas des vaccins vivants en tant que tels. Par contre, ce sont aussi des virus chimériques à la base. Donc maintenant, comment ça fonctionne avec les vaccins vivants? On injecte. En l'occurrence, il y a aussi l'induction du processus inflammatoire. Mais comme ce sont des organismes vivants, ces vaccins vont se multiplier. Et donc, il y a bien sûr l'attraction des cellules présentatrices, donc les APC, au niveau du tissu local de l'injection, mais aussi évidemment une diffusion, si vous voulez, du vaccin vivant dans le corps entier. Donc, par définition, il y a une stimulation de nombreux ganglions lymphatiques. Et donc, déjà, intuitivement, on se rend bien compte et on comprend bien qu'au niveau de l'immunogénicité, c'est-à-dire de l'efficacité de la vaccination et de l'immunité que ça va créer, ce sera beaucoup plus important et beaucoup plus efficace parce que quasiment totalement ressemblant à comment fonctionne un virus en tant que tel. Et donc, autre avantage, si vous voulez, de ces vaccins vivants, c'est le fait que justement, il est composé d'antigènes extracellulaires, mais il est aussi composé de mRNA, et donc il va être capté et s'infiltrer dans la cellule APC, et donc il va pouvoir avoir non seulement des antigènes extracellulaires, mais aussi des antigènes intracellulaires qui vont chacun suivre leur voie particulière, et donc permettre une co-stimulation complète de toute l'immunité, donc non seulement humorale, mais aussi cellulaire, ce qui évidemment est la meilleure immunité potentielle pour protéger contre les maladies infectieuses. Ça, c'est pour vous résumer en fait les mécanismes comment fonctionnent les vaccins. Donc maintenant, il faut savoir qu'au niveau des développements,
C'est comme un médicament, ça a plusieurs phases et puis de manière générale, ça prend effectivement entre 5 et 10 ans entre le design vaccinal et le moment où c'est commercialisé en traversant les phases 1, 2, 3, à savoir que la phase 1, que vous sachiez que ce soit pour les médicaments ou pour les vaccins, c'est la même. C'est une phase où on essaye d'évaluer la toxicité, la dangerosité éventuelle ou la tolérabilité, si on regarde dans l'autre sens, d'un éventuel nouveau produit médicamenteux ou vaccinal. Lorsque on est content et qu'il y a peu ou pas d'effets secondaires, à ce moment, on passe à la phase 2, qui est en fait le choix du dosage. À nouveau, en regardant non seulement la toxicité, mais aussi éventuellement l'efficacité. Il faut savoir que la phase 1, c'est à peu une dizaine, vingtaine de patients chez qui on injecte en fait ce produit et on regarde les éventuelles conséquences. La phase 2, c'est plusieurs centaines. Et puis la phase 3, on est à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes. Et là, on essaye d'évaluer en tant que tel réellement l'efficacité du médicament ou du vaccin. Et une fois qu'on a fait ces 3 phases, on va pouvoir donc commercialiser le médicament. Alors, pour le Covid, ça a été beaucoup plus rapide puisque de 10 ans, on est passé à peu près à 12 mois. Ce qui est évidemment extraordinaire au niveau de rapidité. Mais il faut savoir que un des éléments pourquoi c'était aussi vite, c'est que plutôt que d'attendre plusieurs mois, voire années entre les différentes phases, elles ont toutes été faites quasiment de manière concomitante. Alors, avec un délai suffisamment long pour être sûr qu'on ne fasse pas quelque chose de dangereux, mais évidemment, ça a permis d'accélérer toute la procédure. Il ne faut pas oublier aussi l'impact d'être en pleine pandémie qui accélère le recrutement des volontaires. Imaginez bien que lors de la deuxième vague en Suisse, on était à plusieurs milliers de cas par jour. Donc, si vous, globalement, si on est à 5000 en 4-5 jours, vous avez... Ah, est-ce que vous m'entendez? Allô? Voilà, ça a bloqué un petit peu. Vous m'entendez? Ok, ouais, je vous entends, ouais. D'accord. Ça a bloqué. Mais si vous reprenez, essayez maintenant. Je reprends. Est-ce que là, vous Là, c'est m'entendez bien? parfait. Oui, parfait. Ok, très bien. Donc, il ne faut pas oublier l'impact d'être en pleine pandémie. Donc, je reprends l'exemple. On était en haut de la deuxième vague en Suisse en octobre-novembre, enfin fin octobre, mi-novembre. On avait plusieurs milliers de cas par jour. Donc, en quelques jours, si vous voulez, vous atteignez ces fameux 20 000. Maintenant, vous prenez une autre maladie, la fièvre typhoïde. Fièvre typhoïde, il y a 40 et 50 cas par année au mieux en Suisse. Donc, imaginez le temps qu'il faut pour avoir 20 000 patients qui ont cette maladie pour pouvoir tester le médicament. Donc ça, il faut évidemment prendre en compte dans la rapidité du développement, justement, l'impact épidémiologique et l'épidémiologie locale. Maintenant, lorsqu'on parle de vaccination chez des patients immunosupprimés, on fait face à un paradoxe. Alors, le paradoxe, je vous ai déjà dit un peu, c'est qu'on a un risque et des conséquences potentiellement plus élevées de maladies infectieuses chez les patients immunosupprimés. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, la couverture vaccinale, c'est-à-dire la protection grâce au vaccin chez cette population, en fait, est faible. Alors, il y a déjà la crainte de la vaccination, qu'on en a déjà discuté, et il y a aussi justement une éventuelle diminution de l'efficacité, de la durée d'efficacité des vaccins. Les vaccins, comme je vous l'ai montré, utilisent justement le système immunitaire. Donc forcément, s'il est un peu déficient, il risque effectivement d'être un tout petit peu moins efficace comme réponse à la vaccination. Maintenant, il faut savoir que cette diminution de l'efficacité, de la durée d'efficacité, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment de la médecine au cas par cas. C'est ce qu'on fait en l'occurrence dans le service de médecine tropicale et humanitaire. C'est compliqué parce que l'efficacité des vaccins va différer selon potentiellement la pathologie de base. Quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde ne réagirait peut-être pas tout à fait de la même façon au même vaccin que quelqu'un qui a une sclérose en plaques. Évidemment, c'est différent en fonction du traitement immunosuppresseur. Clairement, quelqu'un qui est sous Gilenya ne va pas réagir de la même façon que quelqu'un qui est sous Tysabri. Ça va aussi, évidemment, différer en fonction de la modalité de vaccination. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune immunité, on va devoir lui construire cette immunité et faire une immunité mémoire. Eh ben, ce n'est pas la même chose que si cette personne a déjà une immunité mémoire qu'on aura juste seulement à booster. Parce qu'une des choses extrêmement importantes que je redirai tout à l'heure, c'est que sauf exception, la majeure partie de l'immunité mémoire va persister. Et donc, de faire une immunité mémoire avant
l'introduction d'immunosuppresseurs est particulièrement important, puisque lorsqu'on est immunité mémoire, même lorsqu'on est sous immunosuppresseur, souvent on arrive à restimuler justement cette immunité mémoire. Mais tout ça pour vous dire que le fait qu'il y ait des potentiels, une hétérogénéité de la réponse au niveau de l'immunogénicité et de l'efficacité des vaccins, ça nécessite ce qu'on appelle des contrôles post-vaccinaux et des sérologies, et tout ça prend relativement du temps. Un des meilleurs exemples par rapport à ces différences d'efficacité, en l'occurrence, c'est pour l'hépatite B, qui était très bien étudiée. Chez les patients immunocompétents, 3 doses, on attend plus de 90% de protection. Si par contre, vous faites le même nombre de doses, donc 3 chez des patients transplantés hépatiques, vous êtes à peu près à 1/5 des gens qui vont être protégés. Et donc, ça nécessitera potentiellement, évidemment, plus de doses ou même on n'arrivera pas éventuellement à faire une efficacité complète. Maintenant, souvent, on parle de patients immunosupprimés. En fait, c'est une grossière simplification et comme à peu près toutes les simplifications d'ailleurs, parce que c'est un groupe extrêmement hétérogène. Alors évidemment, c'est un groupe hétérogène selon la cause. Il y a des immunodéficiences primaires, il y a des immunodéficiences liées à des infections ou liées à des médicaments, mais aussi et surtout, il y a des différences entre le mécanisme d'immunodéficience. On peut avoir une immunodéficience qui s'intéresse uniquement à la stimulation des voies B, donc humorale et les anticorps, et inversement, qui pourrait s'intéresser uniquement à l'immunité cellulaire. Et donc, forcément, ça va mettre à risque certaines maladies de manière différente et ça va aussi forcément réagir ou différemment en fonction du mécanisme en fait, d'utilisation des vaccins, enfin de fonctionnement des vaccins. Donc ici, c'est un système immunitaire. Alors, je ne vais pas tout vous détailler évidemment, mais lorsque, par exemple, on utilise un vaccin polysaccharide pur, on sait qu'on utilise 2 types de cellules essentielles. Ce sont les APC et ce sont les cellules B. Donc forcément, tout médicament qui vont potentiellement interférer avec ces cellules risque potentiellement, pas forcément systématiquement, parce que ce n'est pas du oui-non, c'est toujours un juste milieu, vont potentiellement altérer justement la réponse sur la vaccination. Lorsqu'on s'intéresse aux vaccins polysaccharides conjugués ou protéiniques ou peptidiques, eh ben, on ajoute des cellules T, en l'occurrence TH2 essentiellement. Et là, de la même façon, si maintenant vous avez des médicaments qui interfèrent avec certaines de ces cellules, eh ben, ça peut aussi interférer éventuellement l'efficacité du vaccin. Maintenant, si vous vous intéressez essentiellement aux vaccins de type mRNA, alors ce sont d'autres cellules, les APC, c'est les TH1 qui vont être, et CD8, qui vont être intéressantes pour l'immunité. Et là, pareil, si vous avez des médicaments qui interfèrent avec ces cellules, ben, ça peut interférer l'efficacité. Mais à contrario, comme vous voyez, probablement, en tout cas d'un point de vue hypothétique, les anti-CD20 comme Ocrevus, bah, probablement vont assez peu interférer en fait avec ces vaccinations de mRNA. Par contre, risquent d'interférer avec d'autres vaccins qui utiliseraient une autre technologie. Et donc, c'est quelque chose d'évidemment extrêmement intéressant et important de savoir comment fonctionne le vaccin et comment fonctionne l'immunosuppresseur afin d'évidemment choisir le meilleur vaccin par rapport à l'immunosuppresseur utilisé. Lorsqu'on utilise des vaccins vivants atténués, ça utilise par définition toute l'immunité et donc quelconque médicament qui va interférer avec cette immunité complète risque évidemment d'interférer avec la vaccination, l'efficacité, mais aussi et surtout potentiellement mettre à risque de maladies vaccinales. Donc, maintenant, vous rappelez, je vous l'ai déjà dit, sauf exception, en l'occurrence les anti-CD20 comme le Ocrevus peut le faire, mais c'est une des rares exceptions. L'immunité mémoire préexistante persiste malgré l'immunosuppression. Donc, c'est extrêmement essentiel d'effectuer toutes les vaccinations avant l'introduction du traitement immunosuppresseur, justement pour avoir déjà cette immunité mémoire qu'on va simplement pouvoir restimuler. Donc maintenant, quand partir, quand vacciner? Il faut savoir qu'il faut partir ou vacciner lorsque la maladie est stable. Ce qui, en l'occurrence, pour la sclérose en plaques, veut dire qu'on ne vaccine pas à moins de 1 mois, 6 semaines d'une dernière poussée. Et puis, maintenant, évidemment, ça va dépendre du traitement, ça dépend de l'effet pharmacologique, sur quelle immunité ce traitement va fonctionner et quelle est sa demi-vie. Est-ce que c'est une demi-vie, c'est-à-dire une durée de vie dans le corps de quelques jours ou de quelques heures, ou est-ce que c'est plutôt de quelques mois? Parce que si c'est évidemment une durée de demi-vie courte, on pourrait éventuellement interrompre le traitement pour pouvoir vacciner. Maintenant, on subdivise les traitements généralement en deux. On subdivise, on vous dit qu'il y a certains traitements pour lesquels on n'a pas de précaution vaccinale particulière à avoir, que ce soit reconnu
par des guidelines internationales ou par des avis d'experts, comme par exemple le natalizumab, donc qui a peu d'effets sur la vaccination, comme déjà dit en l'occurrence par le docteur Roth. Et puis il y a d'autres médicaments qui ont probablement plus d'effets sur la vaccination, bien que potentiellement les effets soient différents justement en fonction du type de vaccin utilisé. Et donc généralement, pour ces médicaments, on essaye de vacciner avant l'introduction du traitement, tant que possible, et les utilisations de vaccins vivants sont contre-indiquées lorsque justement ces personnes ont déjà ce type de médicaments. Donc en conclusion, et je pense que j'étais un tout petit peu plus long que prévu, je m'en excuse, pour rappeler que les vaccins, ce sont des médicaments comme les autres, et donc clairement, il faut discuter. C'est une décision évidemment individuelle et personnalisée qui doit être faite à peu près pour tout vaccin. Les patients sous immunosuppresseurs sont plus à risque d'infection, mais ils ont souvent une faible couverture vaccinale, donc c'est d'autant plus important justement de leur présenter la vaccination et les vaccins. Les risques de pathologie surpassent les risques liés à la vaccination et il faut, tant que possible, effectuer toutes les vaccinations un mois avant l'immunosuppression afin d'initier justement cette immunité mémoire sur laquelle on va pouvoir se soutenir des éventuels rappels. Et puis, vous rappelez que l'immunogénicité, c'est-à-dire que l'efficacité de la vaccination est très hétérogène et donc il faut effectuer des sérologies de contrôle. Ça prend du temps. Généralement, il faut attendre un mois après un schéma pour commencer à voir une éventuelle immunité qui se développe. Il y a justement cette latence, donc on attend suffisamment de temps. Et puis, il faut savoir que dans le cas où on doit refaire des schémas, il va falloir évidemment refaire des contrôles par la suite. Voici les deux liens vidéo directement liés au vaccin Covid. J'en ai déjà un tout petit peu parlé. J'ai survolé, il y avait l'ombre du Covid un peu sur la présentation, mais pas de manière précise parce que déjà, je pense qu'il y avait suffisamment de choses à dire. Voilà, je vous remercie. Et puis évidemment, je suis à disposition pour d'éventuelles questions. Alors, très bien, merci. Je vais enclencher la caméra du docteur Roth également parce que je pense qu'il y a des questions qui seraient utiles aussi pour lui au niveau des réponses. Isabelle, est-ce que tu aurais une première question? Alors oui, c'est une question qu'elle a depuis le début. Du coup, je pense que la personne attend sa réponse. C'est des personnes qui aimeraient aller en Afrique, mais qui peuvent pas faire le vaccin contre la fièvre jaune, comme vous l'avez expliqué. Est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'on peut faire quelque chose quand même? Est-ce qu'ils peuvent quand même voyager? Enfin voilà. Alors, comme je l'ai dit, c'est justement une gestion du risque. Donc, par définition, si vous êtes sous un traitement immunosuppresseur pour lequel il y a une contre-indication totale à la vaccination, alors oui, vous pouvez voyager, mais vous prenez un risque éventuellement de vous infecter avec la fièvre jaune. Et donc, c'est pour ça qu'en l'occurrence, il faut venir, entre autres, par exemple, nous voir, parce que nous sommes, nous, au courant de l'épidémiologie de la fièvre jaune au niveau mondial, et on sait lorsqu'il y a une épidémie éventuellement à un endroit et pas à un autre endroit. Et de manière générale, lorsque c'est endémique, si vous voulez, vous avez un risque. Par définition, vous avez un risque d'attraper la maladie, mais si c'est un voyage de 3 jours, votre risque il est tellement bas que probablement ça ne posera pas de souci. Par contre, si vous voulez partir 6 mois à faire je ne sais pas quoi au milieu de la jungle, alors potentiellement, le fait de ne pas être vacciné, le risque est nettement supérieur aux bénéfices potentiellement attendus. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une discussion qui doit être faite. Il faut savoir que pour les femmes enceintes, par exemple, c'est aussi contre-indiqué d'être vacciné contre la fièvre jaune. Et en l'occurrence, il y a des femmes enceintes qui rentrent dans leur pays, qui sont originaires et qui rentrent. Mais c'est toujours une discussion qui doit être faite justement à quel moment, est-ce qu'il y a une épidémie à ce moment-là, à quel endroit, et puis quel est le type de voyage. Est-ce que c'est un voyage qui est particulièrement à risque ou est-ce que c'est un voyage qui est quand même à très faible risque? Tout en sachant que par définition, quelqu'un de vacciné élimine le risque, bah vous, non, vous aurez toujours un risque potentiel. Après, Merci. il faut juste encore un tout petit aparté par rapport à ça. Il y a certains pays pour lesquels la vaccination est obligatoire. Et là, en l'occurrence, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas rentrer, sauf que justement, dans certains centres, en l'occurrence dans notre centre, nous avons la capacité de faire ce qu'on appelle des certificats de contre-indication vaccinale et qui sont reconnus pour pouvoir passer les frontières, même si vous n'êtes pas vacciné. Par contre, sans ça, vous ne rentrez pas dans le pays. Merci beaucoup. Et si les vaccins ne fonctionnent pas sur les variants du Covid? Alors ça, c'est la question, la question qui vaut cher. Donc, je ne vais pas pouvoir vous répondre beaucoup, je serais déjà riche si je la connaissais. Dans tout ce qui a été publié le plus récemment possible,
Et en l'occurrence, hier soir, j'ai lu en diagonale, je dois vous admettre, un article sur la position d'Israël. Et sur il faut savoir qu'en Israël, ils ont été extrêmement agressifs sur la vaccination. Et on considère, après c'est les chiffres officiels, j'en ai aucune idée si c'est vrai, mais c'est les chiffres officiels, qu'à peu près 80% de leur population est donc vaccinée et considérée plus ou moins immune. Et en fait, ils ont vu une nette diminution et réduction du nombre d'hospitalisations en tout cas, et de manière générale de cas, à savoir que quasi la totalité des cas actuels sont du variant anglais en Israël. Donc, c'est quand même extrêmement, disons, une bonne nouvelle a priori. Après, combien de temps ça va durer, évidemment, personne ne le sait. Est-ce que l'efficacité est quand même un tout petit peu moindre? On ne le sait pas. On le saura évidemment par la suite, mais il y a quand même plusieurs expériences qui nous, pareil, il y a une toute étude que j'ai lue juste avant la conférence en Écosse, en l'occurrence sur AstraZeneca, qui montre que même sur le variant anglais, on a quand même une bonne efficacité a priori. Peut-être qu'elle sera un peu plus faible que sur le variant initial. Bah, en tout cas, supérieure à rien du tout. Merci. On a une autre question. Est-ce qu'il y a des risques de type paralysie sur certains vaccins, comme la fièvre jaune, par exemple? Alors, disons, c'est un des effets secondaires que je n'ai pas mis, qui est connu pour tout vaccin potentiel. Pour tout, enfin, il n'y a pas de lien évident, en l'occurrence, entre paralysie faciale et vaccination, mais c'est quelque chose qui est rapporté dans tous les effets secondaires potentiels parce que de base, c'est quelque chose qui peut arriver à peu près n'importe quand. Mais que je sache, non, la fièvre jaune n'a pas de risque augmenté de paralysie faciale, que ce soit chez quelqu'un qui a une sclérose en plaques ou autre chose. Une des controverses pour la vaccination de la fièvre jaune était que un des articles qui date maintenant d'il y a à peu près presque 10 ans, avait tendance à considérer qu'il y avait effectivement une augmentation du risque de poussée chez les patients sclérose en plaques qui se sont fait vacciner contre la fièvre jaune. Alors, en l'occurrence, tout récemment, une étude est sortie qui montre qu'il n'y a a priori pas du tout qu'il n'y a pas de lien, disons que, en tout cas pas de lien avéré entre vaccination de fièvre jaune et poussée. Mais voilà, on va dire c'est encore un des rares vaccins, très franchement, un tout petit peu à controverse. En l'occurrence, nous vaccinons, des patients qui ont la sclérose en plaques avec le vaccin de la fièvre jaune, mais évidemment, c'est toujours un rapport risque-bénéfice. Il y a quelqu'un qui veut partir 3 jours au Sénégal où il y a peu de fièvre jaune et qui est sous sclérose en plaques, non, probablement, on ne va pas vacciner. Par contre, quelqu'un qui est un expatrié humanitaire qui va vivre des années en Afrique subsaharienne, le potentiel risque qu'il va avoir d'être vacciné est totalement, disons, couvert par le risque, le bénéfice en fait d'être protégé d'une maladie pour laquelle il a un haut risque. Il m'est recommandé d'avoir le vaccin, mais je suis en dessous de 65 ans. Est-ce que si je le fais, je prends le vaccin à quelqu'un de plus à risque? Bah, alors, bon, c'est une question très Covid. Évidemment, c'est pas forcément. Je suis pas moi directement disons dans les commissions par rapport au vaccin Covid. Je dirais que si vous faites partie du groupe vulnérable, que vous ayez plus de 65 ans, moins de 65 ans, si vous avez un immunosuppresseur et donc par définition vous faites partie a priori d'un groupe vulnérable, bah, non, je dirais que vous n'êtes pas en train de prendre le vaccin de quelqu'un qui est plus à risque. Après, c'est compliqué, hein, on n'a pas de chiffre sur notre risque qui est inscrit sur notre front. Donc, oui, peut-être que vous ralentissez quelqu'un qui aurait potentiellement très légèrement plus de risque. Mais je pense que franchement, c'est bien de se poser cette question parce que ça veut dire qu'on a un grand sens civique et aussi personnel par rapport à notre responsabilité. Mais si vous faites partie des groupes vulnérables, je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Je ne sais pas si Serge, tu veux compléter. Oui, après, je crois que on a tous entendu parler de gens qui avaient des comportements très peu civiques et qui, quand ils remplissaient le questionnaire en ligne pour s'inscrire pour la vaccination, se retrouvaient à être en tête de liste parce qu'ils avaient répondu oui, 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 oui partout et se sont retrouvés à être vaccinés alors qu'ils n'avaient pas, entre guillemets, le droit d'être vaccinés. Après, je pense que
l'appréciation doit se faire dans le contexte d'une discussion que vous avez avec votre médecin traitant pour les maladies générales, avec votre neurologue traitant pour si c'est la sclérose en plaques et les traitements. Et puis, la question se pose, on va dire maintenant, parce que l'accès au vaccin est un petit peu difficile. À partir du moment où le nombre de doses sera plus largement disponible, je pense que on va dire l'égalité de traitement sera assurée. Après, moi, il y a un point que j'avance toujours. J'avais entendu un spécialiste de l'OMS, je crois que c'était fin août à la radio, spécialiste des vaccins, qui en gros estimait qu'on allait avoir les premiers vaccins pour le deuxième semestre de 2021. Et donc, deuxième semestre, c'est juillet. Donc, juste, on est dans une situation où on est des ultra privilégiés parce qu'avec un délai de plus de 6 mois d'avance, on se retrouve à avoir la possibilité d'être vacciné. Et je pense qu'il faut quand même aussi intégrer ça parce que si, comme l'a bien expliqué Gilles Epron, si on n'avait pas pu avoir cette accélération de la mise en route des différentes études, accélération qui a été encore boostée par la pandémie, dont beaucoup de gens ont souffert, hein, mais cet automne, on ne serait pas dans cette situation-là actuellement. Et donc, si derrière, on doit tout d'un coup attendre à part des cas particuliers, quelques semaines ou un mois de plus pour être vacciné, je pense qu'il faut mettre les choses un petit peu dans le contexte et puis prendre un petit peu patience, s'il y a la possibilité. Merci. Une autre question qu'on avait, c'est avec Gilenia, est-ce qu'il y a des réactions plus fortes possibles? Et puis, est-ce qu'après s'être fait vacciner, on peut avoir rapidement accès à un test d'immunité pour savoir si on est couvert ou non? Alors, je vais répondre à la première question juste. On n'a pas d'expérience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour d'expérience pour l'instant de disponible. Je ne vois pas de raison qu'on ait une réaction plus marquée parce qu'on est sous Gilenia. Et puis pour le reste, je ne vois pas de raison non plus. Par contre, par rapport à l'efficacité, c'est une excellente question. Et c'est clair que c'est quelque chose qu'on recommande de manière générale. On contrôle justement l'efficacité. La problématique étant, c'est que certaines des immunités, en l'occurrence l'immunité cellulaire, c'est pas quelque chose qui est facile à tester l'efficacité. C'est quelque chose pour lequel actuellement de routine, en fait, nous n'avons pas les moyens de tester de manière très claire. Pour tout ce qui est sérologie, éventuellement même des sérologies un peu plus précises qu'on appelle des anticorps neutralisants, c'est-à-dire là pour une stimulation de voie B, on est très bon, on est très fort là-dedans. Par contre, l'immunité cellulaire, de manière générale, on n'est pas très fort. Il faut évidemment se souvenir que jusqu'à, on va dire, maintenant et la commercialisation et des millions de doses de vaccins de type mRNA qui va stimuler particulièrement l'immunité cellulaire, on n'avait que des vaccins qui stimulaient l'immunité humorale. Donc, pas grand-chose a été fait, si vous voulez, pour essayer d'évaluer cette réponse de l'immunité cellulaire. En tout cas, à l'heure actuelle. Évidemment, c'est quelque chose qu'on a comme espoir dans les mois, années qui viennent. Mais pour l'instant, alors je sais qu'en l'occurrence, c'est pour ça que je vous ai dit que certains quand même mRNA vont faire une part d'antigènes extracellulaires et donc quand même une mini-stimulation de la voie B, donc avec des anticorps. Je sais que justement, entre autres le Moderna, on peut doser certaines fois des anticorps neutralisants. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'on dose, ces anticorps neutralisants, est-ce qu'il y a une corrélation entre ce qu'on dose et l'efficacité? On l'ignore, d'autant plus que justement, comme c'est un virus un peu particulier, probablement l'immunité cellulaire est prédominante sur l'efficacité de la vaccination. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est malheureusement très compliqué. À l'heure actuelle, non, clairement, nous n'avons pas de test en fait pour évaluer l'efficacité du traitement. En tout cas, pas à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui en fait qui va être mis. C'est des recherches qui sont en cours. Est-ce que Isabelle, je te laisse poser encore une dernière question parce que moi j'en ai une, j'aimerais bien finir avec. D'accord. Parce que ça vous concerne les deux, donc je trouve intéressant. Alors, je peux prendre court. J'ai peut-être deux questions qui sont assez générales et puis qui reviennent souvent. Il y a une question concernant l'hépatite B et puis les effets controversés sur la CEP. Est-ce que c'est vraiment utile lorsqu'on a un traitement immunosuppresseur? Et puis une autre question, y a-t-il des preuves que le vaccin Gardasil peut déclencher une CEP? Voilà, je pense que c'est deux questions qui reviennent quand même assez souvent sur le tapis.
Donc, je pense que voilà, c'est peut-être important que vous y répondiez. Tu veux répondre, Serge, ou je réponds? Vas-y, c'est le. Ouais, Alors, écoute, ouais. Non, tout d'abord, clairement, il y a eu ces énormes polémiques, hein, hépatite B, sclérose en plaques, garde d'asile, sclérose en plaques. Toutes les études les plus récentes faites sur des dizaines de milliers de patients, clairement montrent le fait qu'il n'y a pas de relation, de corrélation justement entre la vaccination et le développement de la maladie. Je ne peux pas malheureusement vous dire quelque chose de beaucoup plus que ça, hein, si ce n'est que c'était étudié et le fait que ça dédouane complètement. Il faut quand même admettre et enfin, il faut quand même dire que si vous voulez, des polémiques comme ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est que la polémique, par exemple, de l'hépatite B et de la sclérose en plaques est uniquement francophone. Vous allez en Australie, ils ne vous en parlent pas. C'est quand même assez étonnant. Comme par exemple la polémique qui était du vaccin de la rougeole qui rendait les enfants autistes. Un truc anglo-saxon. Les Anglais, on a toujours entendu, la vaccination de la rougeole ne se faisait quasiment plus en Angleterre, alors que en France, en Suisse, on la faisait, puis on n'a pas plus d'autistes. Donc, il y a quand même, disons, maintenant, je pense qu'il y a suffisamment de preuves pour dire que clairement, il n'y a pas de corrélation évidente, en tout cas, entre vaccination et ces éventuelles pathologies. Par contre, maintenant, quelle est l'importance d'être vacciné contre l'hépatite B? Là, Serge pourra répondre aussi. C'est-à-dire qu'il y a certains médicaments qui augmentent nettement le risque de complications lorsque vous avez une hépatite B, entre autres particulièrement les anti-CD20, qui sont justement le Crévus, Mabtera, et puis le nouveau sera pareil. C'est-à-dire que l'immunité pour contrôler l'hépatite B, même si c'est un virus, est essentiellement une immunité humorale avec des anticorps neutralisants. Et lorsque vous couper totalement cette immunité, c'est l'effet des anti-CD20, c'est extrêmement puissant d'ailleurs comme médicament, c'est d'ailleurs l'effet recherché pour la maladie, mais qui par contre, en guillemets, a certains effets collatéraux, c'est que vous n'avez plus aucune défense potentielle contre l'hépatite B. Et en fait, le risque d'hépatite fulminante est extrêmement plus important chez des populations, chez des gens qui ont justement ce type de médicament. Et c'est d'autant plus important que vous ayez justement une protection, parce que sinon, justement, vous risquez d'avoir une forme extrêmement compliquée, complexe, sévère et mortelle de la maladie. Si on est sous Ocrevus et qu'on contracte une hépatite Oui. B, on peut se retrouver à avoir 3 ou 4 jours pour trouver un foie de réserve et donc être transplanté. Donc, si on envisage un traitement par Ocrevus, dans la mesure du possible, il faut vraiment être vacciné. Après, les voies par lesquelles on peut contracter l'hépatite B sont bien connues. C'est la voie sanguine en premier lieu, on va dire dans nos contrées sexuelles. Donc, si on a un partenariat fixe, on peut aussi, chez des gens qui ne peuvent pas, par exemple, ou qui ne répondent pas à la vaccination, regarder quel est le partenaire fixe, voir si ce partenaire fixe a ou pas l'hépatite B, a été ou pas vacciné contre l'hépatite B, et à ce moment-là, on ne met pas la protection chez la personne, mais on met la protection aux alentours de la personne, et même si on imagine que le conjoint ou la conjointe a une conduite qui n'est pas totalement irréprochable en matière de partenaire sexuel, de ce fait-là, la personne en question ne peut pas amener l'hépatite B à la maison. Mais on essaie vraiment d'être, en tout cas, d'éduquer les gens par rapport à ça. Et si quelqu'un ne peut pas ou ne veut pas être vacciné et qu'on emploie un anti-CD20, donc le Crévus ou l'Afutumumab futur, il faut vraiment être conscient de ce risque-là. Merci. Est-ce que Corinne, j'ai encore le temps pour une question qui me semble importante parce que c'est une question c'est quelque chose qu'on a mentionné dans un article. Est-ce qu'un vaccin ARN pour la CEP est possible dans le futur? C'est celle que je voulais poser. On l'a mentionné dans un article. Enfin, on en a vaguement parlé dans un article et du coup, voilà, j'aurais voulu vous entendre là-dessus. Parfait. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je m'excuse. Oui.
Un vaccin à mARN contre la CEP, en tout cas dans un futur, est-ce que c'est envisageable? Contre la maladie, contre la CEP. Ouf, alors là, je dois me retourner vers Serge parce qu'en l'occurrence, l'immunologie et la physiopathologie de la sclérose en plaques, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait faire un vaccin? Personnellement, je l'ignore. Alors, l'article en question a fait pas mal de bruit. Si vous allez sur les pages web de la Société suisse de sclérose en plaques, il y a une réponse officielle du groupe d'experts de la Société suisse de sclérose en plaques. Ce qui a été utilisé, c'est dans un modèle animal, donc de souris sclérose en plaques, une technique qui se rapproche du vaccin de Biogen, donc de Pfizer. Et donc, c'est une technique analogue. On a utilisé du mRNA, mais en dehors de cette analogie qui a été utilisée dans les articles grand public et dans certains journaux, il n'y a rien à voir entre le vaccin de Pfizer et un futur vaccin pour la sclérose en plaques. C'est des données extrêmement préliminaires d'une technique dans un modèle animal. Alors, je ne vais pas préjuger de son futur, mais de façon générale, entre ce qu'on fait chez l'animal et ce qui arrive chez l'homme, d'abord, ça met 10 ans dans l'intervalle, et puis il y a de très nombreux échecs de choses qui fonctionnent ou qui semblent fonctionner chez la souris, et puis qui ne sont pas acceptées dans le sens qu'elles ne sont pas tolérées ou pas efficaces ou avec des effets secondaires chez l'homme. Et donc, peut-être, on va dire, histoire à suivre, mais certainement pas quelque chose qui est applicable dans un délai même de 3, 4 ou 5 ans. Par contre, je rebondis, mais ça n'a évidemment rien à voir avec un vaccin contre la CEP, mais les vaccins mRNA, très clairement, je pense qu'on en verra, et beaucoup, et probablement qu'il y aura un développement en fait de nouveaux vaccins, de nouvelles, justement, de pathologies pour lesquelles nous n'arrivions pas à faire de vaccination, parce que nous n'arrivions pas à stimuler la bonne immunité qui protège contre ces maladies. Et c'est clair que, si vous voulez, c'est un pas technologique extraordinaire, en l'occurrence, avec cette utilisation de ces nouveaux vaccins. Donc oui, il y aura, en tout cas, les vaccins mRNA, je pense, dans 5-10 ans, probablement, ce sera totalement de la routine. Par contre, que ça protège ou pas contre la sclérose en plaques, ça, Ben, merci. En tout cas, je voulais finir avec cette question parce que c'est une question qui nous revient régulièrement actuellement sur l'infoline. Et puis, j'essaye aussi d'un peu calmer cette ardeur qu'on peut avoir avec les articles qui paraissent actuellement par rapport à ce vaccin. Donc, je profitais que vous soyez vraiment là les deux pour pouvoir répondre à ces questions de manière plus officielle aussi. Donc, merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou je peux clore le webinaire en transmettant les dernières informations? C'est bon. Tout bon pour moi. Alors, je vais voir si je peux repartager mon écran. Donc, si vous avez d'autres questions, parce qu'on a vu, vous avez énormément de questions et puis vous êtes beaucoup à avoir suivi justement ce webinaire. Donc, si vous avez d'autres questions, des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, il ne faut pas hésiter à nous appeler donc à l'infoline. On répond du lundi au vendredi de 9h à 13h et puis c'est au 0844 737 463. Ensuite, les prochains webinaires pour le mois de mars. Donc, on aura un cours en ligne, c'est le yoga du rire, le 1er mars. Et puis, ce cours en ligne vous permettra donc de découvrir une séance de yoga du rire avec une intervenante, Madame Durand-Saindreux, qui est leader certifié par l'Université internationale du yoga du rire. Et puis, cours en ligne également pour l'atelier mémoire qui est le 4 mars. Et puis, ce cycle comprendra un exposé théorique sur les connaissances actuelles en neurosciences ainsi qu'une mise en pratique d'outils afin de stimuler la mémoire et de compenser les difficultés mnésiques qu'on peut rencontrer. Ensuite, l'intervenante, c'est la
collaborateur en psychologie, Claire Binchendler, qui est psychologue adjointe donc pour le service de neuropsychologie et neuroréhabilitation au CHUV. Et puis le dernier webinaire est pour le mois de mars, et le 25 mars, c'est un webinaire sur la CEP et l'AI, donc l'assurance invalidité, qui sera présenté par Rachel Borgeau et Laetitia Schert, je ne sais plus parler, qui sont mes collègues assistantes sociales, et puis elles aborderont ce qu'est l'assurance invalidité et puis son fonctionnement et comment y avoir accès en cas de besoin également. Donc voilà, en tout cas, un tout grand merci à tous pour votre participation, pour vos questions. Et puis, c'était un webinaire qui, je trouve, très intéressant, abordant des thématiques qui sont vraiment d'actualité en ce moment. Et je souhaite remercier en tout cas nos deux intervenants pour leur expertise sur ces thématiques qui ont été abordées ce soir. Donc, en tout cas, un grand merci. Merci. Merci à vous et merci de l'attention à tout le monde. Merci. Beaucoup. Alors, je vais clore ce webinaire pour ce soir. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.